Bien, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter aujourd'hui un sujet autour de l'optimisation SQL Server et en particulier, en fait, la genèse d'un plan d'exécution. Donc, véritablement, tout ce qui a trait au plan d'exécution et les différentes étapes que va suivre, en fait, la requête et qu'on va détailler plus avant et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour optimiser ces requêtes derrière. Donc, Benoît et moi-même allons vous présenter cela. Tout d'abord, un petit scope sur notre société. Donc, et d'abord, merci à nos sponsors. Donc, tous les sponsors, Veso, Microsoft, HP, et bien évidemment les autres, dont Expaseo. Nous allons vous présenter les choses de la façon suivante. D'abord, un petit brief sur la société. Qui sommes-nous? La genèse d'un plan d'exécution, le principe de l'optimiseur SQL, les principaux opérateurs scalaires, la construction du plan d'exécution, donc véritablement tout ce qui a trait au processus d'optimisation. Et derrière, on va voir un petit peu d'optimisation de requêtes, rentrer dans le détail, essayer de faire une première optimisation. Et au passage, on verra une petite optimisation assez classique maintenant, mais avec les CSI, donc les Column Stored Index, qui est quand même très très efficace pour terminer. Donc qui sommes-nous? Déjà, on est un partenaire historique des JSS, puisqu'on est partenaire depuis la première session des JSS, donc puisqu'on est à la 3e session. Nous sommes un cabinet de conseil technologique spécialisé autour des nouvelles technologies Microsoft. Donc véritablement secteur de niche autour des technos Microsoft. Éditeur de logiciels également, notamment dans le domaine médical. Et organisme de formation. Différents grands groupes qui nous font confiance aujourd'hui, parce que nous travaillons essentiellement en B2B auprès de grands groupes. Nous proposons autour de SQL Server des axes bien particuliers, des solutions packagées, notamment des solutions d'audit. Vous pourrez aller sur notre stand, vous trouverez une petite plaquette ou dans les sacs également. Des solutions autour de la maintenance de serveurs SQL et autour de l'optimisation. Également des solutions ad hoc. Donc dans la gamme des solutions ad hoc, bien évidemment, des solutions spécifiquement pour vos besoins et donc qui seront adaptés à vos environnements. Donc je vais te laisser commencer avec la genèse d'un plan d'exécution. Alors, donc, on va regarder le principe de l'optimiseur de requête. Donc, déjà son rôle, ensuite son fonctionnement et comment peut-on modifier son fonctionnement. Donc, le premier rôle de l'optimiseur, c'est de savoir quel est le chemin pour parvenir à l'exécution de la requête. Pour ça, il va s'appuyer sur une notion de coût, c'est un cost-based optimizer. Il va lire les statistiques qui donc stockées dans tout ce qui est les DMV de statistiques, etc. Et à partir des coûts et des statistiques, va combiner les différents opérateurs scalaires pour générer un plan d'exécution. Donc, l'optimisateur de requête fonctionne tout seul et à partir des différents éléments, vous allez pouvoir, lorsqu'il y a des petits dysfonctionnements, tweaker son comportement en ajoutant des int de table et différentes requêtes. Donc on va commencer directement par les différents opérateurs scalaires. Donc je vous les explique rapidement. On aura une petite démo pour en voir chacun. Vous devez tous à peu près les connaître. Donc le plus classique que vous allez trouver quand vous lisez un plan d'exécution, c'est la gamme des scans. Donc le premier, c'est le table scan. Le table scan, c'est quoi? C'est tout simplement que l'optimisateur de requête va décider de parcourir l'intégralité des données de toute la table. Généralement, ça se produit lorsqu'il n'y a pas d'index sur cette table. Dès qu'on a la présence d'index, on va avoir ou bien du clustered index scan ou bien du non-clustered index scan. Donc, la différence entre les clustered index scan et les non-clustered index scan,
le clustered index scan porte la donnée. Donc de la même façon, lorsqu'on parcourt l'index clustered, le query optimizer est capable d'obtenir les données au leaf level en bas de l'index. Sur un non-clustered, on a uniquement les données qui ont été mises dans cet index spécifiquement. Alors, plus les colonnes incluses, effectivement. Une petite précision, on ne peut avoir qu'un seul index clustered sur les tables et autant d'index non-clustered que l'on veut. Ensuite, lorsque le plan d'optimisation a trouvé un index, mais n'a pas toutes les informations pour pouvoir obtenir la donnée qu'il veut. Votre requête est composée, il y a plusieurs colonnes, etc. Comment? Oui. Les indices. Oui. Oui. Donc, pour faire ça, le plan d'optimisation va lire dans votre index, dans le cluster index ou le non-cluster index, et donc il va parcourir l'intégralité de cet index en faisant un index seek. Donc index seek qui peut être type cluster ou de type non-cluster. Bah si. Bon, ok. Pour le where égal. Pour le where égale valeur, autant pour moi. Et l'index seek pour le non-clustered, c'est la même chose sur les index non-clustered. Celui-là, je te le laisse, c'est le 11. Donc, les autres opérateurs scalaires que l'on va retrouver. Donc, les opérateurs de jointure, nested loop, hash match, merge join. Donc, on va retrouver dans différents cas. Le nested loop va être particulièrement utilisé pour les jointures de petite volumétrie. Donc, va permettre de faire en fait un processus itératif de jointure. Le hash match va permettre de calculer en fait des hashcodes et va pouvoir joindre en fait mes deux tables à l'aide de hash. Et le merge join va s'appliquer dans le cas où j'ai deux jeux de données ordonnés de la même façon que je vais souhaiter rapprocher. Bien évidemment, ces types de jointures vont exister en inner join, vont exister également en outer join, le cas échéant. Les lookups. Donc les lookups vont intervenir dans quel cas? Ils vont intervenir dans le cas où justement quand j'arrive au niveau leaf level de mon index, la plupart du temps des index non-clustered, puisque l'index clustered porte toutes les colonnes. Quand je vais arriver au niveau leaf level de mon index non-clustered, je vais me retrouver dans une situation où soit j'ai l'intégralité des données et je vais m'arrêter, soit il me manque des données et je vais devoir retourner sur le data page initial. Donc le principe, soit j'ai un index clustered et je vais faire un key lookup sur cet index, soit je vais avoir un tas, donc un heap, et je vais aller chercher la donnée directement au niveau du tas, donc un read lookup. Globalement, ces informations-là, généralement les lookups, on va chercher, dans la mesure du possible, à essayer de les éviter. Bien évidemment, tout dépend du coût que cela va entraîner de les supprimer. Vous avez d'autres opérateurs scalaires, hein, le sort, le split, le collapse, le Higger's pool. On est allé quand même à l'essentiel au cours de cette présentation. Sachez juste que ces différents opérateurs vont être appelés en cas de tri, en cas de découpage de mes données ou restructuration des données. Et le Higger's pool va me servir à établir des multiples jeux de requêtes en fait, pour exécuter des tâches parallélisées. Également, on trouvera les tâches de parallélisation, stream parallelize et stream aggregate. Donc, vous allez trouver des tâches de parallélisme comme ceci, ou des gather stream, donc, qui vont réunir les éléments de parallélisme. Toutes ces tâches vont avoir un coût et vous pouvez régler en fait le surcoût
du parallélisme au niveau du serveur. Donc au niveau de l'instance SQL Server, vous avez la possibilité de décrire quel est le coût de ce parallélisme par rapport à une requête normale. Au niveau du plan d'exécution, donc, on va pouvoir enchaîner les différents opérateurs scalaires choisis par l'optimiseur. On va pouvoir les voir. Vous avez plusieurs possibilités dans Management Studio. Donc, vous avez le plan d'exécution estimé, les options d'exécution. Donc, vous avez la possibilité de mettre en place les statistics time et les statistics IO. Vous avez la possibilité d'afficher le plan d'exécution réel, celui qui a réellement été joué par SQL Server et non pas l'estimé. Et vous avez les statistiques clients qui vous permettent de savoir d'une fois sur l'autre si vous avez réellement optimisé votre requête ou si ce que vous avez fait est plutôt néfaste. Pardon. Vous avez la possibilité de le faire également sous la forme de script. Vous avez tout ce qui a trait aux informations estimées, donc à l'aide de cette showplan XML, showplan texte et showplan all. Et tout ce qui est la partie réelle, donc avec les set statistics CEO, set statistics profile, set statistics time. Et donc voici. Donc on va vous faire une petite démo qui va vous montrer les différents éléments et ce que vous pouvez y voir. Oui. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Donc, on va commencer par un petit table scan. Hop. Hop là. Alors, attendez. Il faut que je me reconnecte. Et surtout, il fallait que je mette le plan d'exécution, sinon ça marche moins bien. Donc, on voit bien que la table a été créée sans index. Lorsque l'optimiseur arrive, il va générer son table scan. Attends, on ne peut pas le mettre en duplicate. Ça va te faire chier les résolutions. Ça fait chier les résolutions? Oui, bon. Surtout pas. Extend. Ok. Alors, maintenant... Celui-là aussi. Donc... Oula. Alors, attendez. Oui, c'est parce que... Donc, cette fois, on est sur le non-clustered index scan, une requête classique sur la base Adventure Work. Il y a un index qui existe, on va chercher des informations qui ne sont pas portées par l'index clustered. Le select va chercher, récupère les informations et fait les différents index scans. Non. J'ai plus mon... Oui, ici, voilà. Hop, hop, voilà. Donc, de la même façon, hop, non-clustered. Il y a un petit raté. Ensuite, on va passer sur le cluster d'index SIC.
Donc là, la requête a une clause where. Dans la clause where, on va chercher une colonne, spécifiquement une valeur d'une colonne. Pour faire la clause where, il va seeker dans l'index qui est clustered les informations. Pardon, désolé. Voilà, alors, on était sur le non-cluster d'index seek. Donc là, on est dans une requête, pareil, un tout petit peu plus complexe, sur lequel... Comment? Alors, donc la requête, c'est la récupération donc, de tous les champs de la première colonne qui contient une PK clustered, avec une jointure, et en fait on va filtrer dans la table qui contient la valeur non-clustered pour provoquer le non-clustered index seek. L'index seek s'exécute sur la table qui est jointe, qui est non-clustered, enfin qui ne possède pas d'index, qui possède un index non-clustered. Donc on trouve bien ici, hop là, voilà, le non-clustered index utilisé. Ouais, on le verra après, puisqu'il y est utilisé. Donc là, on va aller sur les deux cas des keylookup. D'accord, moi je n'étais pas sûr. Et donc, cette fois, on a... Oh, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé, attendez. Bah non, c'est con. Hop. Hop. Ouais, voilà. Okay, ça sera tout de suite mieux. Oui, F5. Voilà, on a notre index seek cluster. Ah oui. Non, il n'y a pas de Vas-y. Donc en fait, le principe quand on a des key lookup et des read lookup, c'est de provoquer en fait une recherche d'éléments par rapport à un index non-clustered, par exemple, qui ne comporterait pas toutes les colonnes concernées. Donc en imaginant que je crée une table que je vais appeler table with non-clustered qui va avoir une colonne ID sur laquelle je vais mettre un index clustered. Là, je ne vais pas chercher très loin, je vais utiliser la clé primaire pour faire cela. Ah, décidément. Et sur laquelle je vais mettre une deuxième colonne. Par exemple, très souvent, on a des tables où on a des codes, en fait, qui sont des clés alternatives. Par exemple, code, par exemple, un char de 2. Vous avez peut-être ça dans vos entreprises. Donc, un champ not nul
que je vais mettre en contrainte alternative. Et puis un champ label, par exemple, qui va nous donner les informations. Donc une table, au final, comme on peut en trouver dans toutes les bases de données. Et le unique, je vais le rajouter en non-clustered, comme ça automatiquement il va me créer les index qui vont bien. Donc une fois que j'ai ma table qui est créée de la sorte, j'ai la possibilité de faire une recherche. Si je fais cette recherche, bon, je pourrais alimenter un petit peu ma table d'abord. Ce ne sera pas du luxe. Donc insert into. Donc, je vais avoir un certain nombre de valeurs. Donc 1. J'ai la possibilité de mettre plusieurs tuples de valeurs. Je vais les mettre au-dessus les unes des autres. Comme ça me permettra d'en changer plus facilement. Les éléments. Peu importe le texte. Donc je mets suffisamment d'éléments pour m'assurer qu'il ne va pas me déclencher un index scan plutôt qu'un index seek, puisqu'il risque, comme il est un minimum intelligent quand même depuis le temps, il risque de détecter qu'il y a très peu de lignes et que donc, comme tout est sur une page, il n'y a que très peu d'intérêt. Donc je vais mettre mes 10 premiers éléments. Je vais juste faire la chose suivante. Hop. Et du coup, je vais pouvoir modifier hop. Ah, perdu. Hop. Oui. Hop. Et là, tout simplement, je vais me rajouter Ah oui, exact. F, G. Donc, tac, FG. 18. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai dupliqué EFG. Donc, HIJ sera de bon ton. Hop. Et donc, je vais les avoir ici. Non.
HI sur Ah. HI2 Bon. H, I. Et voici. Donc, sans la virgule, parce que sinon il va râler un petit peu, je vais pouvoir m'insérer un certain nombre de tuples. À partir de là, je vais pouvoir faire ma requête. Et donc, je vais pouvoir avoir un select, bon, soyons fous, prenons tout. Un select étoile from ma fameuse table, donc, dont je vais aller rechercher le nom plus haut. Where code égale, par exemple, E2. Et lorsque je vais jouer cette requête, ben en fait, il va aller me faire un indexic sur ma table, tout simplement pour aller rechercher les éléments concernés. Et il va faire un keylookup sur la clé primaire, là en l'occurrence, en tout cas sur l'index clustered, pour aller rechercher l'information qui lui manque au niveau feuille de mon index non-clustered. Cette information qui lui manque, ben c'est tout simplement le label. À savoir que si à la place d'un select étoile, je retire l'information label, que par exemple je ne recherche que l'ID et le code, ici il n'aura pas besoin de faire ce keylookup. Donc j'aurai bien un indexic sur mon non-clustered, mais pas de keylookup, puisque j'ai toutes les informations au niveau leaf level de mon index non-clustered. D'accord ? Donc voici un petit peu ce que l'on a en non-clustered en keylookup. Le principe du read lookup, c'est la même chose, mais sans la clé primaire. C'est-à-dire que si je reprends exactement le même script, mais en supprimant la clé primaire, donc, comme ceci, que j'insère sensiblement les mêmes jeux de résultats. Cette fois-ci, lorsque je vais faire appel à mes champs, et notamment au label, eh bien, je vais avoir un read lookup, puisqu'il ne va pas trouver de clé au niveau de son index, et donc il va aller rechercher dans le tas de ma table. Donc c'est comme ceci qu'il va fonctionner, et qu'il va aller chercher les informations supplémentaires. Dans certains cas, lorsqu'on a des requêtes qui sont éminemment utilisées, on va vouloir réduire ces lookups, car ils sont dans l'ensemble relativement coûteux. Et comment est-ce qu'on va faire cela? C'est le mécanisme des colonnes incluses au niveau de mes index non-clustered. Alors, c'est très sympa en lecture, ça l'est beaucoup moins en écriture, puisqu'il faut comprendre que lorsque je mets des colonnes incluses, en fait, je dénormalise ma base de données. Je la dénormalise et j'écris les données à plusieurs endroits. Comme je les écris à plusieurs endroits, lorsque je fais une modification de données, il va falloir faire cette modification simultanément sur les différents endroits. Et le résultat, c'est un overload en écriture. Donc en fait, ce n'est pas toujours aussi manichéen que ça. On ne va pas systématiquement supprimer les keylookups, notamment à cause de ça. Et ni les raw lookups. Donc pour optimiser une requête, on a plusieurs solutions. Il faut savoir que Microsoft, depuis un bon moment, a travaillé sur les Data Management Views, qui sont apparus avec SQL Server 2005. Et depuis, elles se sont améliorées. Notamment, on a des outils comme dmExecQueryStats, dmExecQueryPlan et dmExecSQLText qui vont nous permettre de travailler autour des requêtes et de connaître les requêtes les plus coûteuses. Pour cela, on vous a préparé une petite requête. C'est un Select Top 50, donc des requêtes les plus coûteuses. Alors là, on a choisi les requêtes les plus coûteuses en temps. Donc tout simplement, on travaille sur le temps total écoulé divisé par le nombre d'exécutions. D'accord ?
Donc on a bien le temps moyen qui a été effectué par requête. Vous avez la possibilité d'avoir le temps total écoulé, le temps total CPU ou le nombre de logical reads qui sont des choses que l'on regardera beaucoup, en particulier, bien évidemment, pour les requêtes en lecture. Vous avez la possibilité, grâce au cross-apply, d'aller chercher le plan d'exécution à partir du plan handle. Donc il faut savoir que dmExecQueryStats maintient un pointeur vers le plan d'exécution qui a été joué et vers la requête. Donc vous pouvez véritablement récupérer toutes ces informations-là. Bien évidemment, vous ne pouvez pas les récupérer jusqu'à Mathieusalem. Vous pouvez les récupérer jusqu'au dernier redémarrage en fait, de l'instance ou bien jusqu'au dernier vidage en fait, de statistiques d'exécution qui peut se faire à l'aide de DBCC pour récupérer ces informations-là. Donc vous pouvez les vider. Ça peut être intéressant de les vider si vous faites un audit notamment, de vider avant d'exécuter une trace de charge par exemple, pour n'avoir que ces éléments-là visibles et pour éviter d'avoir une pollution historique. De la même façon, vous avez la possibilité de rechercher les index manquants et les statistiques d'utilisation des index. Donc, comment est-ce que vous allez rechercher ces index manquants? Bien évidemment, vous avez tous vos index dans 6 index. Là... J'ai quand même une question sur la oui. Oui. Le note-like, il n'est pas déprécié en 2012? Alors, le note-like, moi je l'utilise toujours. Je n'ai pas vu de dépréciation. Pas que je sache. Je crois que c'est le content, et je crois qu'il n'existe plus pour 2014. On préfère le content. Le note. Je crois qu'il existe plus. Oui, mais si, il existe toujours. Hein. Le like, en fait, le contain, c'est plus, plus pour le full text. Et à ma connaissance, le like est toujours plus qu'usité pour les champs varchar. Non, non. Pour moi, véritablement, le like est toujours apprécié. Ou alors, on m'en a pas informé. Donc, pardon. 6 index dans lesquels vous allez retrouver la liste de tous vos index, y compris les index, en fait, les absences d'index, parce que vous allez retrouver les tas. Donc, la liste des tas directement. DMDB Index Usage Stats, dans lesquels vous allez retrouver notamment 4 colonnes principales. Les user seeks, donc le nombre d'index sur lequel on a fait des seeks, donc le nombre de fois où on a fait un seek, plus exactement sur cet index. Le nombre de scans effectués avec un index, le nombre de lookup et le nombre d'updates. Donc, il paraîtra assez évident, par exemple, qu'un index sur lequel on ne fait que des updates n'est pas particulièrement utile et est exclusivement néfaste, en fait, pour vos performances. De la même façon, un index sur lequel vous allez faire uniquement des scans, si celui-ci est non filtrant, n'aura que très peu d'intérêt, pour ne pas dire aucun. 6 DMDB Missing Index Group Stats, lui va vous donner les informations sur la possibilité d'amélioration de vos index. Donc vous allez retrouver notamment l'impact utilisateur et l'impact sur le coût total. Donc pour ça, là aussi, on vous a préparé une petite requête qui va utiliser donc, le nombre de seeks multiplié par le coût total de l'utilisateur. Donc ça nous donne un pourcentage sur l'avantage que l'on peut récupérer de cet index. Alors c'est à titre informatif, hein, c'est pas aussi manichéen que ça. Maintenant, c'est relativement significatif. Il faut savoir que globalement, quand vous avez sur l'index advantage 1 ou 2 millions
comme chiffre, en général, il est de bon ton d'essayer de regarder ce qu'il y a derrière. Si vous avez des 0, quelque chose, c'est tout de suite un peu moins intéressant. Donc, il y a des facteurs d'optimisation énormes. Ces DMV, elles sont stockées dans la base, et donc quand on fait un full backup, on les récupère, ces stats ou pas? Alors, les DMV sont stockés non pas dans la base, mais dans l'instance. Donc en fait, lorsqu'on fait un backup restore de la base, on ne les récupère pas. Donc, DMDB, Missing Index Group Stats, donc, va nous récupérer les informations concernant l'amélioration. Ici, et ensuite, on va joindre avec l'index detail pour obtenir le nom de mon index et ce qu'il contient, et notamment quelles sont les colonnes qu'il va convenir de mettre en fait dans mon index. Donc vous allez retrouver ici notamment les colonnes en égalité qui ont été exploitées en fait par la requête, enfin qui auraient pu être exploitées par la requête si l'index avait existé, les colonnes en inégalité et les colonnes incluses qu'aurait nécessité l'index dans le cas d'un index non clustered, donc où on souhaiterait couvrir cet index, donc un index couvrant. Vous avez le nombre de cycles qui ont été opérés et l'impact utilisateur. D'une façon générale, pour la recherche des points d'amélioration, on va regarder différentes choses. On va regarder les prédicats versus les seek predicates. Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un seek predicate, c'est quelque chose qui est effectué en amont de la recherche. D'accord? Donc ça va être effectué pendant la phase de recherche, donc ça va être plus performant qu'un prédicat. Un prédicat, lui, va être effectué à l'issue de l'opérateur scalaire. Comme il est effectué à l'issue de cet opérateur scalaire, il se jouera a posteriori. En général, il est nettement moins efficace. Ensuite, la diminution des lookups. Il faut savoir que si on a la possibilité de refactoriser en fait une requête par l'intermédiaire de l'utilisation d'un index, en général, on a une diminution assez forte du coût global de la requête, en select encore une fois. Donc on peut travailler avec des colonnes incluses, par exemple, pour faire cela. Enfin, je dirais que d'une façon générale, on va chercher à réécrire certaines requêtes. On va réduire les jeux de données, notamment en utilisant par exemple des tables temporaires ou tables variables selon les cas. On pourra, pour ceux que ça intéresse, voir la différence, notamment en termes de plan d'exécution que ça entraîne. On peut utiliser également des CTE qui vont être utilisés pour réduire ces jeux de données et pour avoir en fait un jeu d'exécution un peu plus faible au moment de nos jointures. Et donc, par exemple, faire passer un hash join en nested join, ce qui va avoir pour effet de diminuer en fait l'overload de ma requête. On va regarder également l'optimisation des algorithmes. D'une façon générale, ceux qui me connaissent savent que je suis un fervent partisan de la suppression des curseurs dès qu'on le peut. Et d'une façon générale, de toujours rechercher les algorithmes ensemblistes plutôt que les algorithmes unicistes que nos amis les développeurs C# maîtrisent fort bien, mais vachement moins que l'ensembliste. Donc, véritablement, optimiser les algorithmes pour avoir des algorithmes les plus ensemblistes possibles, et donc optimiser de fait nos requêtes. Au niveau des plans d'indexation, on va chercher des index filtrants, et on va essayer d'exploiter les groupes de fichiers. Donc, toujours pareil, les groupes de fichiers, eux, par contre, on va les utiliser, par exemple, avec du partitionnement de données, ou de la répartition de données sur plusieurs file groups, le cas échéant.
Donc, on va vous faire une petite démonstration de ces éléments. Alors, j'ai les différentes requêtes à ma disposition, donc celles que je vous ai montrées. Par exemple, les requêtes consommatrices. Donc les requêtes les plus consommatrices, lorsque je vais les lancer, donc, vont me retourner une liste d'éléments. Et je vais avoir, par exemple, le temps moyen écoulé en secondes. Donc là, je peux voir que j'ai quelques requêtes sympathiques, presque rapides. Le temps CPU qui a été exécuté et le nombre de reads qui a été effectué sur cette requête. Je vais avoir le plan d'exécution de cette requête qui va être stocké au format XML et donc je vais pouvoir aller lire, s'il veut bien, s'il est bien luné. Et donc, je vais récupérer en fait un plan d'exécution où je vais voir que je fais un magnifique table scan sur une grosse table en l'occurrence, parce que j'ai un peu plus, je crois que j'ai 12 millions d'enregistrements, quelque chose comme ça dedans. Et donc, on va trouver des facteurs d'optimisation sur cette table. De la même façon, je peux voir que les autres requêtes sont en fait celles qui ont servi à alimenter en fait ces tables. Donc, à insérer les 12 millions d'enregistrements. Donc, celles-là, je ne les optimiserai pas. Mais, donc, j'ai cette requête. De la même, dans une autre veine, je peux voir aussi les index manquants. Donc, je pense que je dois avoir deuxième missing index qui doit traîner. Voilà. Donc, j'ai ici une requête que j'ai effectuée sur AdventureWorks. Donc, cette requête, tout simplement, va récupérer le nom, l'ID et la date de modification, l'ID d'un client, là en l'occurrence, récupéré dans le store d'AdventureWorks. Et donc je vais chercher tel que le nom du produit soit SharpBikes, que la Business Entity ID ne soit pas nulle et que la date de modification soit supérieure au 1er octobre 2004. Donc lorsque j'exécute cette requête, elle semble, au demeurant, relativement rapide. Je peux dire que c'est pour partie parce qu'elle est dans le cache et également parce qu'elle n'est pas, la base AdventureWorks n'est pas une grosse base de données. C'est une base de données relativement réduite. Pour autant, si j'affiche en même temps les plans d'exécution et que je rejoue cette requête, je peux voir que SQL Server m'informe de la nécessité en fait, de créer un index, ou en tout cas, me le recommande. Cet index, je vais également le retrouver dans mes Missing Index Details, donc dans les fameuses requêtes que nous vous avons montrées précédemment. Et effectivement, si je joue cette requête, je vais pouvoir voir que dans la base Sales Stores, je vais pouvoir trouver une requête qui recherche sur le nom en égalité et en inégalité sur la date de modification et mon entité business, et qui va avoir un impact de 95% sur le temps d'exécution de ma requête. Alors, 95%, vous allez me dire, mais 95% de quoi? Tout simplement, si je rajoute au cours de l'exécution des statistiques, et notamment les statistiques IO, qui vont m'intéresser particulièrement dans cette requête. Je vais pouvoir voir, pas celle-ci, la précédente, sera un peu plus parlant. Je vais pouvoir avoir le nombre de logical reads qui sont effectués sur ma table. Et là, je peux voir que 106 logical reads ont été effectués. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logical read? Ben, c'est la lecture d'une page de données en mémoire. Une page de données, c'est 8 kilooctets.
Alors certes, ce n'est pas des volumes mirobolants dans ce qui nous concerne, mais typiquement, dans des scénarios que l'on rencontre dans les entreprises, de temps en temps, on tombe sur une requête avec 150 000, 200 000, 1 million de reads. Et là, tout de suite, multiplié par 8 kilooctets, ça fait beaucoup plus. Et en général, c'est ces requêtes-là que l'on va regarder de près. Bien, tout simplement, si je rajoute l'index qui m'est conseillé, lorsque je vais relancer mon élément, je peux voir que j'ai diminué de 106 logical reads à 4 logical reads ma requête. Et donc, effectivement, on peut raisonnablement estimer que l'impact a été de 95% sur ma requête. C'est comme ceci qu'il l'a calculé d'ailleurs. C'est qu'il a imaginé le temps de parcours qu'il aurait eu en utilisant cet index. Donc, c'est l'un des principaux facteurs d'optimisation en général sur les requêtes en select que l'on a, en particulier ce type d'index. Si je reviens à mon autre... Oui. Là, quand on va voir la DMV sur les missing index, il nous précise equality, inequality, mais en fait, au bout du compte, quand on fait le create index, on pense de la même manière les deux colonnes. C'est quoi l'intérêt de préciser equality, inequality? Alors, donc, dans la table DB Missing Index Details, il me précise effectivement deux colonnes, les colonnes en equality et les colonnes en inequality. Donc, quel est l'intérêt de ces deux colonnes? L'intérêt premier va être qu'on va choisir l'ordre de nos colonnes. Et d'une façon générale, les colonnes en égalité étant plus restrictives que les colonnes en inégalité, on va les mettre en priorité. Donc l'intérêt de séparer les colonnes en égalité des colonnes en inégalité est de préparer l'ordre de création de mon index, puisque l'ordre de création, l'ordre des colonnes dans mon index est extrêmement important. Et on cherche toujours à être du plus discriminant vers le moins discriminant. Typiquement, l'égalité va être beaucoup plus discriminante que l'inégalité. Vous vous en rendez bien compte, hein, sur un filtre de date, par exemple, comme on a là. Le fait d'avoir juste le nom va limiter beaucoup plus mes éléments que le fait de dire que la date est supérieure à une date en 2004, qui plus est. Donc c'est véritablement ça qui va conditionner mon choix. Donc si je reviens à l'autre requête, celle qui est dans mon palmarès, très très haut dans mes stats, donc le select, p product name, etc. Alors, vous avez de la chance, hein, je l'ai stocké ailleurs, hein, comme ça c'est un peu plus lisible. Donc, vous l'avez ici, et effectivement, lorsque je l'exécute, en fait... Voilà. Lorsque je l'exécute, j'obtiens un certain jeu de données, hein, j'obtiens 2516 lignes en 33 secondes. C'est sympathique, mais c'est long. 2516 lignes, au final, c'est pas si impressionnant que ça. Et donc, on va rechercher d'autres vecteurs de performance. Et là, le vecteur de performance que j'ai choisi de vous montrer pour terminer, c'est les CSI, c'est les Column Stored Index. Alors pourquoi j'ai choisi de vous montrer ça? Tout simplement parce que c'est un autre axe de performance qu'aujourd'hui SQL Server propose, que SQL Server 2012 ne proposait qu'en lecture seule, ce qui était relativement bloquant, sauf à faire un jeu sur les partitions et à faire des choses un petit peu compliquées. Mais... Pardon. À partir de 2014, les CSI seront en lecture-écriture. Donc à partir de SQL Server 2014, vous avez les CSI en lecture-écriture, ce qui...
Et ils sont clustered également, ils peuvent être clustered alors qu'ils n'étaient que non-clustered. Alors là, on est sur une version 2012, hein, donc je vais exécuter le script. Et tout simplement, lorsque je vais utiliser ma deuxième table, en fait j'ai deux tables, hein, j'en ai une que j'ai baptisée Fact Online Sales CST, sur lequel je n'ai pas mis d'index non-clustered et pas d'index colon store. Et j'en ai mis une autre sur laquelle que j'ai appelée Fact Online Sales CST2. Donc juste hein, pour vous donner une idée, ces deux tables hein, sont identiques. Et contiennent un nombre certain de lignes. Donc je vous disais 12 millions, je n'étais pas très loin. 12 millions 6. Et grâce au CSI, donc, que j'ai déjà créé hein, pour la démo, tout simplement parce que sinon la requête est un peu longue, le create index, le create colon store sur ma machine prend pas loin de 6 minutes. Donc pour vous éviter ce temps, j'ai simplement... oui. Tu l'as créé sur toutes les colonnes, le column store index? Parce que j'ai vu qu'il y avait des bonnes pratiques qui recommandaient d'indexer toutes les colonnes. Alors, je l'ai créé sur toutes les colonnes qui sont ici, en fait. Mon script, c'est celui-ci. Hein, donc, effectivement, il est souvent intéressant, quand on fait un colon stored index, d'indexer, si ce n'est toutes les colonnes, la quasi-totalité des colonnes. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous créez un colon stored, de toute façon, votre table, elle devient en read-only, à l'époque, en tout cas. Ça sera beaucoup moins vrai en SQL Server 2014. Mais en 2012, elle était en read-only. Donc, on ne cherchait à privilégier que les performances en lecture. Quitte à créer le non-clustered colon stored index, on le créait réellement sur toutes les colonnes et c'était réellement une bonne pratique. En 2014, on va trouver des cas où on va quand même continuer, notamment dans tous les data warehouse, à indexer la quasi-totalité des colonnes. Cas exceptionnel, on pourra être intéressé par créer moins de colonnes, mais ça reste relativement exceptionnel dans l'ensemble. Et la démarche du cluster en 2014, de toute façon, il indexe tout. La démarche du clustered est toujours la même, c'est-à-dire qu'en fait, un index clustered, son concept même, c'est que leaf level égale data page. Comme leaf level égale data page, toutes les données sont dans mon index clustered. Donc véritablement là-dessus, si je crée un colon stored clustered, il contiendra les données. Donc ici, je vais exécuter ma fameuse requête. Et donc, ça mettra nettement moins de temps, puisque ici, je vais avoir mon résultat en 2 secondes, voire beaucoup moins une fois que c'est en cache. Et c'était pas proposé en amélioration dans le missing index? Dans les missing index? Alors non, ce n'était pas proposé dans les missing index. Et les missing index ne faisaient pas état des colon store. Donc ça ne sera jamais proposé dans les plans d'exécution à rajouter? C'est-à-dire que c'était compliqué à proposer puisque ça rendait la table read-only. Mais ça ne sera plus vrai. Enfin, ce n'est plus vrai, on peut dire, puisque on a la CTP2. Et ça apparaît comment dans le plan d'exécution, du coup, l'utilisation du column store index? Alors, comment apparaît l'utilisation du CSI en plan d'exécution? Vous allez le voir immédiatement. Vous allez voir, hein, si je vais tout au bout, je vais avoir un colon store index scan. Et je pourrais avoir un colon store index seek. Là, si vous regardez ma requête, hein, je prends absolument toutes les colonnes. Donc je fais vraiment un regroupement massif de données. Et si on avait un having, ça ferait un seek aussi? Si on avait un... having plutôt qu'un where? Si on avait un having, est-ce que ça ferait un seek aussi? Oui, puisque le having s'applique aux données regroupées.
donc voici ce que l'on peut dire. Voilà, mais donc mais je vous laisse à vos questions. Je ne sais pas si des personnes ont des questions en particulier. Alors, est-ce que dans un plan d'exécution, il propose de retirer les index inutiles? Dans le plan d'exécution, non. En revanche, dans DTA, donc dans Database Tuning Advisor, il propose dans certains cas la suppression d'index. Est-ce qu'il est possible de l'avoir par requête? Il est tout à fait possible d'avoir les index en trop par requête, oui, tout à fait. Est-ce que le DTA s'appuie sur les DMV? La réponse est oui, clairement. Donc c'est toujours le même problème, vu que ces données-là ne sont pas stockées dans la base mais dans l'instance. A priori, voilà, il faut s'appuyer sur les DBA pour avoir les résultats sur les opérations en prod. Alors, est-ce que on peut s'affranchir de la production pour faire ces recherches que très partiellement? En fait, systématiquement, à un moment ou à un autre, il va falloir avoir un jeu de données de production et une trace, en fait, un jeu de requêtes réelles de la production, si vous voulez avoir quelque chose de cohérent et de valable. J'ai une question. Est-ce que ces requêtes sont intrusives? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de int qui étaient posés sur le système, et du coup, est-ce que ça risque pas de péjorer les perfs de la prod généralement? Alors, est-ce que ce type de requête peut gréver les performances? Mais j'ai envie de vous dire, comme toute requête, elle utilise des ressources de votre système. C'est plus le int, moi, qui Alors, le int, le fait qu'on ait mis énormément de no-lock. Alors, clairement, le principe des no-lock, c'est de ne pas verrouiller. Donc, on s'affranchit de ce problème. Si vous ne mettez pas le no-lock, techniquement, vous verrouillez à un moment ou à un autre les ressources. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des verrous, en général de temps extrêmement faibles. Mais vous avez la possibilité de gréver légèrement vos performances en production. Et d'une façon générale, vous exécutez une requête supplémentaire en production. Donc, ça prend des ressources d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et dans les colonnes store index, là, du coup, l'ordre des colonnes n'a pas d'importance au niveau de l'optimisation, parce que quand on pose les index, normalement, sur n'importe quel type d'index, c'est la sélectivité de la première colonne, généralement. Donc le choix est fait, justement, par rapport à des requêtes, on a des arguments de recherche spécifiques sur cette colonne-là. Et là, sur le colonne store index, vous préconisez de mettre toutes les colonnes à la structure d'index. Alors, est-ce que dans le colon store index, l'ordre des colonnes est important? La réponse est globalement non, pour une raison bien simple, c'est que lorsque vous faites un select sur un colon store index, en fait, le principe même de fonctionnement du colon store index, qui est de stocker les données par colonne avec un pointeur sur, en fait, d'indexer les colonnes plutôt que d'indexer les lignes, fait que techniquement, lorsque vous rajoutez des colonnes, vous créez des index entre guillemets supplémentaires sur chacune des colonnes. Donc vous ne grévez pas en fait ces performances-là. Après, globalement, plus vous allez rajouter de colonnes, plus vous allez avoir de possibilités de faire des agrégations, des éléments performantes avec les colonnes stored index. Mais normalement, l'ordre ne va pas influencer vos résultats. Donc là, c'est un index qui est en mémoire, ça veut dire que en fait, ça correspond à faire une transformation de la table de données horizontales en verticale, ce qui veut dire que si on a une table qui fait, je veux dire, 5 gigas. Alors le colon stored index est stocké physiquement. Ah, il est stocké physiquement. Totalement. C'est un stockage physique. Donc 2012 ne faisait pas d'in-memory database, contrairement à ce qu'on peut voir avec Hekaton. On a la possibilité de monter des tables en mémoire, mais on avait des processus un peu particuliers pour le faire.
Là où en 2014, on pourra réellement monter une base de données, une table spécifique en mémoire et la tenir en mémoire. C'est ça l'intérêt d'Hekaton par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver sur les versions précédentes. Voilà, ce qui est très bizarre dans ce que tu dis, c'est que partout on dit que les column store index, justement, c'est Xvelocity, que ça travaille que in-memory. Donc normalement, Non. Alors le Xvelocity va me permettre de monter les choses en mémoire, mais toutes mes données, elles sont bien stockées physiquement, hein. Le column store va avoir un stockage physique. Après, comme dans tout SQL Server, hein, tout est monté en mémoire et les requêtes ne s'exécutent techniquement qu'en mémoire. Il fait ses jointures en mémoire. C'est-à-dire que si la table elle est extrêmement grosse, vu qu'on fait une transformation en fait horizontale en verticale, on ne sera pas sûr de monter l'intégralité de l'index en mémoire. Donc en fait, le gain de performance, à un moment donné, de mettre toutes les colonnes de la table dans l'index, si ce n'est pas justifié par les requêtes derrière, on va perdre en performance. Est-ce qu'on sera obligé d'aller faire des lectures physiques? Oui, mais après, le moteur... donc, est-ce que le column stored index va potentiellement gréver les performances en mémoire? La réponse est relativement faiblement, parce que Xvelocity est un moteur de compression. Donc, en fait, comparativement à la masse de données que ça va représenter physiquement lorsque vous avez des tables, par exemple, si vous avez une table de 12 millions d'enregistrements comme j'ai là, il faut savoir qu'un column stored index monté en mémoire va être nettement plus réduit, hein, nettement plus petit que les éléments. À titre d'exemple, je travaillais à un moment pour un grand groupe d'aviation français, pour ne pas le nommer. Et donc, eux avaient un data warehouse de 600 gigas. D'accord, une base de données relativement importante de data warehouse. Le cube qui en était extrait, donc avec la technologie Xvelocity, faisait à peu près 180 mégas. Donc ça vous donne un ratio de compression qu'on peut avoir avec Xvelocity. Donc beaucoup moins de données en fait chargées en mémoire que ce que l'on pourrait imaginer. Et en tout cas, pas toutes les données de la table. Il élimine absolument toutes les redondances dans les colonnes. Bien, mais si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de rejoindre les buffets avec les lunchbox, d'aller sur le stand du Gus. Et n'hésitez pas à venir nous voir également sur le stand Expaseo qui se situe juste à côté. Bonne journée!